Le seul animé 10 sur 10 que vous ne regarderez qu'une seule fois. Et oui, vous m'avez bien entendu, aujourd'hui on s'attaque à un très gros morceau. Un animé dont vous avez sûrement entendu parler à sa sortie le 28 juin 2025, mais que vous n'avez peut-être jamais osé regarder. Soit à cause des commentaires, des extraits, ou bien encore de sa réputation un peu trop lourde. Et ouais, franchement, je vous comprends. Regarder un animé qui est censé te briser émotionnellement, c'est pas forcément ce qu'on cherche après une longue journée. Mais est-ce que c'est vraiment ça, le péché originel de ta copie? Est-ce que c'est juste triste? Ou est-ce que c'est autre chose? Avant de répondre à ça, laissez-moi vous raconter une histoire. Êtes-vous prêts à vivre une véritable tempête émotionnelle et mentale? Accrochez-vous, c'est parti. Hey, Shizuka, just trust me. I'll make you smile wider than you ever have in your life, P. Our time together's been the happiest of my life, P. But I can't stay like this forever. I need you to smile. I'll smile if you just stay with me, Takumi. Il existe des histoires qui commencent doucement, presque innocemment, comme celle-ci. Un jour, sans prévenir, quelque chose tombe du ciel. Un petit être rose avec un sourire qui ne disparaîtra jamais. Il s'appelle Takopi. Il vient d'une planète où tout le monde vit heureux. Un monde sans violence, ni conflit, ni tristesse. Un parfait contraste avec la Terre, où il rencontre Shizuka. Une petite fille seule, abandonnée, ignorée et harcelée. Mais Takopi ne comprend pas tout ça. Pour lui, quelqu'un souffre, il suffit de le rendre heureux. Alors il essaye, avec ses gadgets et avec ses solutions simples. Et au début, ça semble marcher. Shizuka sourit, du moins juste assez pour donner de l'espoir. Cependant, ce bonheur reste fragile. Parce qu'en réalité, dans la vie de Shizuka, il n'y a qu'une seule chose qui tient réellement. Son chien. C'est son seul repère, son seul réconfort, et la seule chose qui lui donne une raison de tenir. Et tout ça, ta copine ne le comprend pas. Un jour, soudainement et fatalement, alors que l'espoir était en train de naître, Shizuka perd tout. Son chien disparaît, elle est seule. Takopi essaye de la sauver en lui donnant un de ses gadgets, mais il arrive trop tard. Shizuka met fin à ses jours. C'est la première fois que Takopi voit ça, et pour lui, c'est incompréhensible. Il n'a pas respecté la règle, celle qui dit qu'il faut rester à côté de l'humain à qui on a accordé un de ses gadgets. Il pense alors que tout est de sa faute, sans même se douter de la réelle complexité du rouage qui a mené à tous ces événements. Alors Takopi refuse cette réalité. Il remonte le temps, un moment où tout n'est pas trop tard, un moment où l'espoir est encore permis. Takopi revient en arrière, mais cette fois, il agit différemment. Il empêche Shizuka de mourir. Il tente de l'aider avec l'expérience qu'il a accumulée, il lui donne les réponses à l'école pour éviter les moqueries et lui dit même comment agir. Il va jusqu'à prendre l'apparence de Shizuka pour la protéger de son harceleuse, Marina. Cependant, après des journées passées avec elle, des multitudes d'expériences acquises, il ne comprend toujours pas ce qui a pu détruire Shizuka. Malgré tous les efforts de Takopi, dans aucune timeline, il arrive à sauver le chien de Shizuka. Dans toutes, sans exception, le même drame arrive, en boucle. Mais après être retourné dans le passé plusieurs fois, il parvient à rejoindre une timeline où le chien de Shizuka est emmené à la fourrière et où Shizuka elle-même reste en vie, mais cette fois-ci sans son chien. Shizuka est entre deux frontières. D'un côté, il a encore de l'espoir. Son chien n'est, selon les gens, pas mort. Il est simplement chez son père, qui habite à Tokyo. Ainsi, Takopi tente de convaincre Shizuka que l'espoir est encore présent. Mais Shizuka, de l'autre côté, est au bord du gouffre. Elle tente de survivre sans le seul être qui était actuellement toute sa raison de vivre. Puis, vient le jour où Marina confronte directement Shizuka dans une forêt. Durant leur altercation, on comprend les motivations de Marina. En réalité, ce qui relie ces deux enfants-là, ce sont leurs parents. Et Takopi, spectateur d'une scène extrêmement violente, tente d'agir. Il veut sauver Shizuka. Il veut enfin accomplir son objectif, celui de rendre heureux Shizuka. Ainsi, de manière innocente et cruelle, Takopi tue Marina, de manière involontaire. En tuant Marina, Shizuka renaît. Un énorme poids s'était enlevé de son existence. Mais tout cela reste très problématique. Alors que Shizuka chantonne, heureuse à l'idée que sa vie est peut-être totalement relancée, et c'est en marchant
en s'éloignant de cette forêt, en laissant le cadavre de Marina, qu'elle rencontre un autre camarade de classe, Azuma. Celui-ci est un élève bienveillant qui a tenté à plusieurs reprises de sauver Shizuka, mais sans réel résultat. Le fait qu'il ait des sentiments directs pour Shizuka lui empêche de révéler la vérité et de dénoncer Shizuka à la police. Il va donc coopérer et avec les gadgets de Takopi, ils vont cacher le cadavre de Marina et Takopi va prendre son apparence pour tout dissimuler. Mais c'est à ce moment-là, en entrant dans la peau de Marina et en constatant son quotidien, qu'il semble tout aussi cruel. On y constate ici une dure réalité. Shizuka n'a pas été la seule à en baver. En réalité, Marina était tout autant dans une situation compliquée. En parallèle, on en apprend plus sur le quotidien de Azuma, un élève modèle qui obtient toujours les meilleures notes de l'école. Mais derrière tout ça, se cache une énorme pression parentale pour obtenir toutes ces notes, une certaine compétition familiale, une relation toxique qui pousse Azuma à tenter d'avoir les meilleures notes. Mais il est forcé de constater qu'il n'est pas aussi talentueux que son frère, qu'il ne pourra jamais faire mieux et qu'il ne sera jamais reconnu à sa juste valeur des yeux de sa mère. Mais le drame arrive. Le cadavre de Marina, qu'ils avaient enterré dans une terre avec un gadget de Takopi, a été retrouvé. Tout cela force Shizuka à accélérer le pas pour partir à Tokyo et retrouver son père. Mais en même temps, Azuma est bouleversé. Pour lui, c'était la goutte de trop. Il est constamment sous pression et malheureusement, il n'arrive plus à travailler correctement. Ses notes chutent drastiquement et sa mère, qui jusque-là tentait de maintenir une pression pour conserver ses bons résultats scolaires, semble tout abandonner. Et d'un seul coup, Azuma, dans une situation où il aurait le plus besoin d'aide, se retrouve seul avec Shizuka tout aussi instable. Après un cruel chantage, Azuma, complètement détruit, accepte de prendre les responsabilités de Shizuka et se dénonce à la police pour le crime de Marina. Shizuka est donc complètement libéré et est prête à repartir pour Tokyo pour retrouver sa seule raison de vivre, au détriment de la vie d'Azuma. Une fois à Tokyo, Shizuka, complètement instable, retrouve enfin le domicile de son père, là où son chien l'attend. Elle toque à la porte, elle y croise son père, accompagné d'enfants, mais aucune trace de son chien. Elle tente alors de lui parler, mais son père la renie totalement. Pour Shizuka, c'est le choc de trop. Ici, il n'y a ni son chien, ni son père. Complètement abandonnée, elle n'a plus rien pour elle. Au bord de la folie, après tout ce qu'elle a vécu, toutes les souffrances, et les lueurs d'espoir et les faux espoirs, elle est à bout et elle tue Takopi. Après cet énorme choc, Takopi semble avoir retrouvé des souvenirs, enfouis au fin fond de son être. En réalité, Shizuka n'était pas la première humaine qu'elle a rencontrée. La première humaine qu'elle a croisée était en réalité Marina. Dans une différente timeline, Takopi avait croisé Marina et elle était devenue son compagnon et avait donc cruellement constaté la complexité de son quotidien avec ses parents. Dans cette timeline-là, Shizuka est encore en vie, elle a grandi et elle ne se fait plus harceler par Marina, vu qu'elles ont changé d'école. Marina, elle, semble être passée à côté de tout ça et vit aussi sans repenser à Shizuka. Elle se lie d'amitié avec Azuma dans la même école et elle va même jusqu'à l'inviter chez elle. La mère de Marina, enfin heureuse que sa fille ramène un garçon à la maison, change totalement d'humeur. Elle devient extrêmement joyeuse, prépare un énorme repas. Mais vient le jour où Marina recroise Shizuka et Azuma, lui, oublie complètement Marina. Il retrouve tous ses sentiments passés pour Shizuka, qui avait totalement disparu de sa vie, et d'un seul coup, Azuma quitte Marina et ne reviendra jamais à ce repas-là. La mère de Marina, complètement instable et folle de voir qu'en réalité, Marina n'a ramené aucun garçon, va, dans un moment cruel et glauque, tuer sa fille, Marina. Ainsi, Takopi, sous le choc de la situation, entend le dernier souhait de Marina, celui de tuer Shizuka, car selon elle, elle est la raison de tous ses malheurs et, indirectement, de sa mort. Pour remédier à la mort de Marina, Takopi veut retourner sur sa planète d'origine pour utiliser un gadget qui permet de remonter le temps et donc de tuer Shizuka. Cependant,
en arrivant sur sa planète, sa mère, reine de la planète du bonheur, décide de punir ta copie pour son péché, celui d'avoir choisi la violence, d'avoir voulu choisir le crime comme solution pour tenter de répandre le bonheur. Tout l'inverse de la morale des êtres comme ta copie. Voici son péché, et pour cela, sa mémoire a été totalement effacée, mais malgré la volonté de ta copie, il parvient quand même à retourner dans le passé, mais sans ses souvenirs. Ainsi, nous retrouvons le ta copie que nous connaissons, celui qui est à l'origine de la timeline où Shizuka est en CM1 et se retrouve harcelé. Mais cette fois-ci, il a tous ses souvenirs à nouveau. Il a le point de vue mélangé à la fois de l'enfance horrible de Shizuka et de celle de Marina. Une fois toute sa mémoire récupérée, ta copie croise Azuma. Azuma remercie profondément ta copie pour tout ce qu'il a réalisé et il pousse ta copie à accomplir le bien, encore une fois. Bien qu'Azuma ait énormément souffert, il en reste cependant très content et a été heureux d'avoir enfin de réels amis. Mais quelques instants plus tard, alors qu'Azuma a quitté les lieux, ta copie, fatalement, recroise Shizuka, qu'il avait, il y a quelque temps, tué, et Shizuka est méconnaissable. Elle est au bord du gouffre, instable, épuisée, telle une personne qui tente simplement de survivre. Après une énorme discussion bien nécessaire, Shizuka retrouve enfin un petit sourire. Elle redevient enfin humaine et tente à nouveau de vivre dans le bonheur. Mais à ce moment-là, ta copie lui propose une solution. Il a compris. Il a compris que son existence elle-même, en réalité, empêchait ici le bonheur pour Shizuka, Azuma et Marina. Ainsi, il utilise son dernier gadget pour s'effacer de la réalité et créer un monde où ta copie n'a jamais existé, mais son impact a été si fort que même dans une timeline où il n'a jamais existé, Shizuka et Marina ont tout de même des bribes de son existence. Dans un dernier final, dans une timeline où Shizuka se fait à nouveau harceler par Marina, mais cette fois-ci sans ta copie, ces deux-là ont un point commun. Dans leurs esprits, ta copie est un être dont ils n'ont pas connaissance, mais dont la présence a bien été là. Ceci leur crée un point en commun, et petit à petit, l'être qui avait empiré la situation permet de lier d'amitié les deux filles fatalement liées par le destin. Ta copie voulait aider, mais il ne comprenait pas. Et à chaque fois qu'il agissait, il simplifiait un monde bien trop complexe. Et c'est ça qui a tout détruit. Parce que parfois, sauver quelqu'un, c'est comprendre pourquoi il souffre. Et pas simplement essayer d'effacer la douleur. Et c'est pour ça que cette histoire fait si mal. Parce que ta copie, c'est notre innocence. Quand on pense bien faire et qu'on fait pire. C'est pour ça que vous ne regarderez cette œuvre qu'une seule fois. Mais elle ne vous quittera jamais. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit storytelling. Maintenant, on change complètement d'ambiance. Le but, c'est pas de faire chialer, mais plutôt de proposer une analyse posée et réfléchie sur cet animé, Le péché originel de ta copie. Est-ce que c'est juste un animé qui cherche à te faire tirer des larmes ou bien il y a un réel propos derrière tout ça? C'est ce qu'on va voir directement maintenant. Alors tout d'abord, Le péché originel de ta copie, eh bien c'est une œuvre qui va chercher à mettre sur le devant de la scène, et bien surtout ce semblant un petit peu d'innocence qu'incarne notamment ta copie, mais aussi cette innocence en tant que spectateur quand on regarde cette œuvre-là, eh bien dans beaucoup d'œuvres, eh bien on a très souvent envie de prendre parti pour un des personnages, pour un camp, un clan, une équipe, quoi que ce soit. Et c'est notamment le cas bien dans cette œuvre. En fait, cette œuvre, elle joue énormément avec les informations qu'on nous donne et donc avec nos propres sentiments. En fait, tout simplement, quand on commence le début de l'œuvre, eh bien, on est directement avec les informations qu'on nous donne sur la vie de Shizuka, une vie misérable, complètement abandonnée par sa famille et maltraitée par sa camarade de classe Marina, qui lui fait vivre une vie horrible. Et donc à partir de là, tout est mis en place pour nous dire qu'il faut prendre de parti de cette pauvre jeune fille qui, en réalité, n'a rien demandé et ne mérite aucunement tout ce qui lui arrive, et même aucun humain ne devrait mériter ce qui se passe, mais ici, simplement on est forcé, entre guillemets, à prendre parti un petit peu pour cette pauvre fille qu'on met énormément surtout en avant au début de l'œuvre et qu'on cherche surtout à nous faire culpabiliser, à nous montrer réellement, on cherche surtout à nous montrer les dégâts causés sur cette jeune fille. Et donc plus l'œuvre avance, plus on commence à avoir des petits
flashbacks, des petits moments, des petites informations sur le personnage de Marina. On tente de nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe autour de ce personnage, pourquoi est-ce qu'elle agit de la sorte, pourquoi est-ce qu'elle harcèle Shizuka, pourquoi est-ce qu'elle emploie autant de violence au final. Une violence qui est extrêmement puissante, même pour des enfants, on en reparlera un petit peu après, mais le contraste entre la beauté graphique de l'œuvre et le propos derrière, ainsi que le fait que ce ne soit que des enfants en CM1, je trouve qu'il y a un énorme contraste qui est à la fois très choquant dans le bon sens, dans le bon sens de l'œuvre, c'est ce qu'elle veut, et aussi très perturbant, en fait, très très lourd, et en fait, du coup, ça cache derrière tout ça une certaine innocence, mais derrière cette innocence-là, se cache un propos extrêmement lourd, beaucoup plus impactant que ce qu'on pourrait croire à premier abord. Et donc, en fait, avec le temps, on apprend que le personnage de Marina est tout aussi touchant, au final, que le personnage de Shizuka, parce que en réalité, il y a un lien qui unit ces deux personnages-là, ce sont leurs parents. Alors je ne l'ai pas expliqué précisément durant la vidéo storytelling, j'ai fait exprès de ne pas donner tous les détails pour vous forcer en fait à regarder l'animé si vous ne l'avez pas déjà fait, mais tout en vous donnant un maximum de détails pour comprendre en fait mon analyse que je suis en train de faire. Mais en gros, les parents de Marina, le père de Marina est séduit par la mère de Shizuka, et va donc commencer à dépenser énormément d'argent pour la mère de Shizuka, ce qui va mettre en difficulté la mère de Marina qui va se retrouver seule, désespérée du coup sans son mari, et qui va donc agir de manière très bipolaire avec sa fille et va énormément la faire souffrir. Au niveau de Shizuka, elle, du coup, sa mère est avec le père de Marina et globalement s'en fiche complètement de Shizuka. Et donc elle aussi vit un calvaire vu qu'elle est totalement abandonnée au pire moment en fait. Voilà un petit peu ce qui les unit, et en fait on nous montre aussi l'horreur que subit Marina. Et à ce moment-là, l'œuvre nous explique que t'as pris parti pour Shizuka si tu l'as fait, ce qui est fort probable, et tu détestes Marina parce que justement elle est contre le personnage pour lequel t'as pris parti, elle empêche de lui vivre une vie heureuse, mais tu viens d'apprendre du coup ce personnage-là, il est tout aussi en souffrance que Shizuka. Et donc déjà là, ça te met un sacré coup, et limite ça cherche à te faire culpabiliser d'avoir tenté de prendre parti pour un des deux personnages. Et au final, au fur et à mesure de l'œuvre, tu comprends qu'en fait c'est totalement stupide de prendre parti, de chercher un coupable. Souvent dans ce genre de manga, dans ce genre d'animé, où il y a un rouage assez complexe au final, on cherche souvent à se dire c'est qui le coupable concrètement. Dans ce manga là il n'y a pas réellement de coupable, en fait c'est un petit peu un cercle vicieux au final. On pourrait se dire d'une certaine manière que les coupables ce sont les parents, mais d'une certaine manière ils sont aussi victimes d'un autre rouage au final, et donc je trouve que c'est complètement futile de s'attarder sur qui est le coupable, parce que ce n'est pas du tout le but de l'œuvre. Le but de l'œuvre, c'est surtout de présenter la complexité des rouages qui peuvent atteindre les enfants de cet âge-là, donc par exemple en primaire, même au collège, même au lycée. En fait, c'est souvent donc des choses qu'on prend très à la légère parce que c'est des enfants. Et dès qu'on parle d'enfants, en fait, on dédramatise très souvent un petit peu le tout, parce qu'on dit ils sont pas réellement matures, c'est pas encore leur vrai eux, c'est souvent très dédramatisé. Et j'aime bien justement du coup un petit peu l'art de l'œuvre que je trouve est magnifique, et personnellement j'ai adoré le style graphique. Parce que je trouve qu'on est dans une période d'animé et de manga où ça se perd un petit peu cette petite patte, tu vois, ce petit style graphique qui est en plus et qui m'a vraiment mis une petite claque. J'ai vraiment adoré le graphisme, la beauté de cet animé en termes de visuel, parce qu'il y a de moins en moins d'animés en fait qui ont une réelle marque comme celle-ci, tu vois, un petit peu des personnages qui sont un petit peu tout fins, avec des jambes bâtons un petit peu comme la pâte à modeler, pas des visages forcément très détaillés, mais surtout très fluides, où on arrive réellement à percevoir un petit peu les émotions de tout le monde. Et en fait, les dessins sont faits pour ne pas nous rendre neutres. Et je trouve qu'on est dans une période où les animés se ressemblent tous au niveau des styles graphiques. Ça pour dire qu'aujourd'hui, quand un animé a son propre style, ça peut être que positif. Ça veut dire que réellement, c'est réfléchi pour tenter de transmettre un message, et c'est réfléchi pour un petit peu briser les codes, ne pas être comme tout le monde, pour se démarquer de son animé et de son message qu'on veut porter. Et d'une certaine manière, cet animé-là il fait réellement penser à un film d'animation, et honnêtement, je connais pas du tout l'histoire, mais franchement, ça aurait pu très bien sortir comme un film d'animation. Tu me mets ça au cinéma, franchement, je le regarde tranquille. Tu me dis que c'était un animé, je n'aurais pas du tout deviné. Pour moi, ça peut clairement remplir un film, comme pourrait l'être un film Chainsaw Man par exemple, ou des Demon Slayer. Du coup, revenons-en un petit peu à notre œuvre en elle-même. Alors du coup, je disais que l'œuvre joue
du fait que nos personnages sont des enfants et qui subissent une situation anormalement complexe. Une situation tellement complexe que tu ne peux pas dire qui est mauvais, qui est méchant dans l'histoire. Ça ne se limite pas à ça, c'est beaucoup plus profond. Ça atteint énormément de personnes liées à énormément de rouages, d'événements, etc. que tu ne peux changer. Et la preuve, le personnage de ta copie, qui est un personnage extrêmement important et central dans cet animé-là, il incarne un petit peu, je trouve, le spectateur. L'innocence du spectateur qui avance au fur et à mesure du récit et qui se rend compte de la complexité de la chose et de la cruauté au final de faire subir ça à des enfants de CM1. Parce que lui, au début, il arrive dans la timeline avec Shizuka en CM1 qui se fait harceler, et simplement, il a un but, c'est de propager le bonheur, et donc, il tente simplement de propager le bonheur avec ce qu'il a, mais il n'arrive pas à comprendre le réel problème. Et au final, ta copie, elle représente un petit peu l'innocence et l'incapacité de réagir alors qu'on est témoin de choses comme celle-ci, de situations problématiques, d'harcèlement d'enfants qui sont seuls, qui ont besoin d'aide. Et donc, d'une certaine manière, c'est un personnage qui peut être pointé un petit peu comme négatif durant une bonne partie de l'œuvre, parce qu'au final, ta copie, si on regarde bien, c'est à cause de lui que Shizuka, de 1, elle se suicide, parce qu'on l'a bien vu dans une timeline où ta copie n'intervient pas. Donc, dans une timeline où ta copie arrive en 2022, il me semble, donc une timeline où il rejoint Marina quand elle est au collège ou au lycée, donc bien après qu'elle a harcelé Shizuka, on constate que Shizuka n'est pas morte. Elle est encore en vie, elle semble bien se porter. Certes, elle s'est fait harceler, mais en fait, comme ta copine n'est jamais intervenue pour tenter de lui donner les réponses à l'école, pour tenter de lui faire manger toute sa nourriture, etc., pour l'aider un maximum, en fait, Marina n'a jamais eu besoin d'aller plus loin que de se limiter à ça. Des choses qui sont extrêmement négatives, bien sûr, mais elle n'a jamais eu à la piéger avec son chien, et donc à la mener au suicide. Si ta copine n'était pas intervenue, donc, elle serait toujours limitée à ça, Shizuka ne serait jamais morte, et on en serait donc venu au point où on retrouve ta copine dans le timeline de Marina en 2022, Shizuka revient du coup dans le collège, et donc si on regarde sous cet angle-là, c'est entre guillemets ta copie qui est responsable des malheurs de Shizuka. Parce que d'une certaine manière, il est responsable dans plusieurs timelines de sa mort, de son suicide, et dans la timeline qu'on connaît principale, il est responsable de son naufrage complet, le naufrage complet de Shizuka, qui avance en étant vide d'esprit, qui survit, j'ai employé ce mot plusieurs fois dans le storytelling, qui tente de survivre à la vie sans son être cher qui était son chien, qui était sa seule raison de vivre, et qui, on le remarque donc vers la fin, devient cruel en fait, jusqu'à peut-être pour certains spectateurs, en tout cas je le conçois très clairement, qu'elle soit détestable par le spectateur. Sauf qu'on oublie trop rapidement tout ce que ce personnage a enduré en fait, parce que justement on a remplacé les expériences de Shizuka par les expériences de Marina. Et donc on essaye de jouer un petit peu avec nos émotions pour tenter peut-être de faire passer Marina au-dessus de Shizuka, et donc de nous faire tilter dans nos têtes que en fait Shizuka, est-ce que ce serait pas un personnage mauvais au fond, mais en réalité simplement c'est un personnage qui a vécu mais tellement de dingueries dans sa vie qu'elle en vient de 1 à commettre un meurtre, donc en tuant ta copie, mais aussi, ce n'est pas dit précisément, mais il y a de fortes chances qu'elle ait aussi tué son père et ses enfants avec, pour les éventrer, chercher s'il n'y a pas son chien. Bref, elle est totalement folle, elle subit complètement tout ce qu'elle a vécu depuis le début, toutes les cruautés qu'elle a vécues, ce qui peut faire en sorte que ce personnage devienne perçu négativement un petit peu par le spectateur. Et on a bien ici une preuve que cette œuvre-là, elle cherche réellement à jouer un petit peu de nos émotions, à jouer avec ce qu'elle nous montre à l'écran et jouer un petit peu avec ce qu'on pense au final des personnages. Mais le vrai fond de cette œuvre-là, c'est qu'en fait, on est souvent influencé par ce qu'on voit. Le problème, c'est qu'il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Et donc, j'en reviens à personnage de ta copie. Ta copie, il y a des choses qu'il voit. Il voit les violences de Marina, mais il y a d'autres choses qu'il ne voit pas. En fait, il ne comprend pas le fond de tous ces actes-là, et donc il se retrouve à agir de manière extrêmement mauvaise. Et je pense que d'une certaine manière, donc, ça cherche à montrer que c'est certes des enfants, c'est certes un monde innocent, tout beau, avec plein de couleurs, c'est magnifique, ça bouge de partout, mais en réalité c'est extrêmement complexe et quelque chose à ne surtout pas prendre à la légère. D'où ce fait qu'en fait on a un ton extrêmement lourd. En fait, si on prend un petit peu de recul, tout l'animé est extrêmement lourd, assez difficile à regarder, et c'est justement la présence de ta copie
qui ajoute un petit peu de la mignonnerie, qui vient donner un côté un peu plus soft à l'animé, à l'œuvre. Et bah c'est littéralement un petit peu ce que certaines personnes font au final dans la vraie vie. S'ils sont témoins de scènes comme celle-ci, est-ce qu'ils le voient, est-ce qu'ils ne voient pas? Et certaines personnes, par ce qu'ils voient uniquement, ce qu'ils ne voient pas, ce qu'ils ne comprennent pas, rendent ce genre de situation de violence, d'harcèlement, de problèmes familiales, de pression sociale, de pression familiale, même de concurrence dans la famille, relations toxiques. On parle notamment du personnage de Azuma, qui est très intéressant, on en reparlera un petit peu dans cette vidéo-là vers la fin. Azuma est un personnage extrêmement intéressant qui n'a rien à voir avec le personnage de Shizuka et de Marina, et c'est pour ça que j'ai extrêmement aimé son personnage, on en parlera. Et donc cette œuvre-là, elle cherche surtout à te montrer une réalité bien qui est souvent décrédibilisée entre guillemets par le fait que l'environnement, le contexte, le fait que ce soit des enfants, ça allège un petit peu l'ensemble du contexte, mais au final ce sont des situations bien très très graves et très importantes et qui sont réelles et qui sont partout. Et donc pour finir, j'aimerais un petit peu parler du personnage de Azuma, qui je trouve est un personnage réellement central de ce manga, de cette œuvre-là, et qui reflète littéralement toutes les thématiques qui ont été proposées par l'œuvre. Je pense réellement que s'il y a un personnage qui représente littéralement l'œuvre, ça serait Azuma. En gros, Azuma, du coup, c'est l'adolescent, le petit garçon qui tente de sauver Shizuka de l'harcèlement de Marina, qui tente de l'aider un maximum. Il est témoin donc de ces violences-là, mais surtout il est témoin de la mort de Marina, et cependant il a des sentiments pour Shizuka, ce qui va donc le biaiser dans ses actions, dans ses jugements et dans ses valeurs morales. Ce qui va donc l'emmener crescendo vers une descente aux enfers, et surtout accumulé à cela par une pression familiale très très importante qui était aussi présente chez Marina, mais surtout accentuée par le cas d'Azuma, qui en gros a une pression sociale et familiale sur le fait d'être un élève parfait en classe, un élève modèle, toujours avoir les meilleures notes. Sa mère a beaucoup d'espoir en fait en son fils Azuma, et pour ça elle demande toujours à ce qu'elle ait des excellentes notes comme son frère l'a fait. Sauf que son frère lui a arrêté les études et elle souhaite donc que son petit frère prenne le relais et soit encore meilleur que lui ou autant bon que lui. Sauf que le problème c'est que Azuma n'y arrive pas. Il a une pression énorme sur la tête mais il n'y parvient pas tout simplement. La pression est trop grosse pour lui et donc il perd complètement l'estime de sa mère et devient complètement seul. Il perd tout soutien au moment où il en avait le plus besoin, donc ce moment où il est perdu, seul, et que il est à la fois manipulé par Shizuka, qui elle-même est manipulée en fait par elle-même, par ses propres sentiments, son instinct un petit peu de survie quoi. Et donc ça en fait un personnage extrêmement cruel à regarder au final. Et ici, à l'inverse de Shizuka et de Marina, Azuma c'est réellement un personnage qui est détruit psychologiquement. Il est détruit dans la tête, il est anéanti mentalement. Là où Shizuka et Marina, il y a aussi du mental bien sûr, mais c'est surtout du physique. Marina, elle, c'est par ses propres parents, et Shizuka, elle, c'est par Marina. Mais Azuma, lui, ne subit aucune sorte de violence. Sa famille ne le frappe pas, son frère ne le frappe pas, personne ne le frappe. C'est mental. Mentalement, il est exténué. Et donc en fait, Azuma s'engouffre totalement, c'est une descente pure et dure aux enfers pour un personnage qui est censé représenter un petit peu la perfection au final, un élève modèle qui essaye d'aider les autres, qui est au service des autres, et qui au final survient, mène à collaborer pour cacher un crime, le meurtre de Marina, et qui va jusqu'à avouer et détruire l'entièreté de sa vie, toutes ses relations, pour Shizuka, qui elle-même est au bord du gouffre. Et donc je pense que c'est le personnage qui représente le plus la phrase « les apparences sont trompeuses ». C'est un personnage, quand tu regardes à l'école, etc., tu te dis que littéralement tout va bien dans sa vie, c'est incroyable tout ce qui se passe, et au final, c'est littéralement un mec qui souffre le plus, même avant qu'il rencontre Shizuka, que tout parte n'importe comment, la descente aux enfers en gros, quand tout semblait aller bien pour lui, il avait quand même une énorme pression mentale, familiale, par sa mère, et par, entre guillemets, l'obligation de faire aussi bien que son frère, sauf qu'il n'en est pas capable. Et donc ça pèse énormément aussi sur le mental, et encore plus sur le mental d'un enfant en primaire. Et donc pour conclure avec son personnage, en fait je trouve que Azuma c'est probablement l'un des personnages les plus dérangeants de cette œuvre-là à regarder en fait, parce que
elle est profondément réaliste. Pour finir cette partie analyse qui n'a pas du tout été évidente à analyser parce que réellement c'est déjà un sujet très compliqué, parce que aussi ça dépend énormément en fait du point de vue du spectateur. Mais globalement au final, le péché original de ta copie, c'est pas juste une histoire tragique sur des enfants qui cherchent à nous faire couler des petites larmes, c'est vraiment une œuvre qui veut nous mettre face à quelque chose de profondément dérangeant et profond, c'est surtout l'incapacité à voir, à comprendre et surtout à arrêter la souffrance des autres, notamment dans un environnement très complexe et décrédibilisé comme l'école avec les enfants. Bien sûr, même si on n'imite pas les messages à un seul environnement, on le montre à l'ensemble des environnements, au monde entier, mais il fait surtout un focus sur des situations comme celle-ci. Et en fait, à travers ces personnages, le manga, il nous montre que la violence, elle n'est pas de nulle part. Elle s'installe lentement et c'est nourri par l'isolement, le silence et l'indifférence. Et dans cette œuvre-là, en fait, personne n'est totalement innocent au final, mais personne à la fois est entièrement coupable. Et personnellement, je trouve que d'une certaine manière, c'est ça qui fait plutôt mal, c'est qu'il n'y a pas de solution simple, on peut pas se soulager en se disant lui c'est le méchant. Au final, il n'y a pas de méchant qu'on peut réellement blâmer dans cette œuvre-là. Et donc ta copie a un personnage central avec toute sa naïveté, il représente à la fois cette volonté d'aider, mais aussi les limites. Parce que vouloir rendre les gens heureux, ça suffit pas quand on ne comprend pas leur réalité. Et parfois, même avec les meilleures intentions, on peut aggraver les choses, typiquement ce qu'a fait ta copie. Et donc le message du manga, il est brutal, mais très important. Écouter, voir et prendre au sérieux la détresse des autres, c'est pas une option. C'est réellement une responsabilité, c'est un devoir. Parce que fermer les yeux, même involontairement, ça peut avoir des conséquences irréversibles, comme on l'a vu. Et au fond, la vraie question que nous laisse cette œuvre-là, c'est pas qui a tort, mais plutôt, est-ce qu'on aurait fait mieux à leur place ?